Fred Savard avec vous pour un 34e épisode de la balado, saison 8. Saison 8 qui s'achève. Il nous reste... on se dirige tranquillement pas vite vers la fin. Et là, aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Je vous explique le concept. La CNESST a fait appel à moi il y a quelques mois pour qu'on élabore ensemble un épisode spécial sur les 30 ans de la loi sur l'équité salariale. Alors, c'est un partenariat. Puis vous savez, je suis assez pointilleux sur les organisations qui participent au financement de ce projet. Il faut vraiment que ça coche toutes les cases de l'ADN de la balado. Alors, je pense que dans ce cas-ci, vous comprendrez que toutes les cases sont amplement cochées. L'idée, c'est oui, de célébrer les 30 ans de cette loi sur l'équité salariale, mais aussi d'expliquer comment elle fonctionne, parce qu'il y a encore du travail à faire, malheureusement. Puis c'est un peu ça l'idée aussi avec l'élaboration de ce concept-là. C'est une loi vraiment pionnière, une loi précurseur dans le monde. C'est une loi qui, je crois, doit nous rendre fiers collectivement. Parce que ces temps-ci, il y a une certaine morosité. Hein, je pense qu'on peut, on peut le lire quand on ouvre les médias d'information. Ben, je trouve que cette loi-là, elle montre qu'on est capable collectivement de faire de grandes choses. Et cette loi-là aussi, elle est née de lutte. Alors ça, on va parler de tout ça, en fait, dans la presque prochaine heure. Alors voilà, je ne vous en dis pas plus. On va se retrouver à la fin. Donc, et je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah... » Pas sûr que je vais apprendre des choses. Je la connais, cette loi-là. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus... c'est plus complexe qu'on pense. Et il y a encore beaucoup d'idées préconçues qu'on entretient autour de la loi sur l'équité salariale. Alors, je pense que cet épisode-là est bienvenu pour remettre certains pendules à l'heure. Alors voilà, je vous souhaite une excellente écoute de ce 34e épisode de la balado. Jérémy Espouliot, bonjour. Salut Fred. Maria Allen Demers. Enchantée. Moi, je suis conseillère stratégique à la CNESST Oui. en équité salariale. Oui. Donc, on travaille tous les deux là, dans la direction qui s'occupe de tout le soutien, la sensibilisation, la formation, pour Ouais. que les gens apprennent à connaître c'est quoi l'équité salariale. Parce que effectivement, encore aujourd'hui, on se rend compte que il y a les 2 tiers des gens qui C'est ça. ils comprennent pas ce que c'est J'ai vu exactement. un sondage passer, 2 personnes sur 3 confondent égalité et équité salariale. Et on rappelle, c'est une loi. Oui, exact. C'est ça l'affaire. Là. Une loi d'ordre public, tu sais, qui s'applique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une loi d'ordre public? En fait, on ne peut pas y déroger. OK. C'est comme les normes du travail. C'est vraiment un minimum, en fait, qui est Normalement, on fixé. n'est pas supposé déroger à une loi. Non, effectivement. Mais- en fait, on ne peut pas aller en dessous, tiens. On va dire ça comme ça. On ne OK. peut pas aller en dessous, OK. effectivement. C'est comme les normes du travail ou la santé et sécurité. Est-ce que ça concerne tous les domaines, genre privé, parapublic, Tous les public, domaines. Ouais. école, et entreprise fédérale? Non, pas entreprise fédérale, effectivement. Ils ont leur propre loi OK. sur l'équité salariale. Mais qui- une entreprise fédérale sur le territoire québécois n'est pas assujettie. OK. Bon. Non. Une entreprise, Cela c'est ça, dit, exactement, c'est ça. Ça en Puis, fait quand même pas mal. sans se vanter, le fédéral, justement, ils ont rencontré souvent et longtemps là, quand ils réfléchissaient à faire leur loi sur l'équité salariale, justement. Là. Ah ouais? Ouais, ils se sont inspirés beaucoup de la loi québécoise, effectivement. On peut peut-être faire un petit rappel historique. Ouais. On dit que ça fait 30 ans. On sait que ce type de loi-là, c'est souvent... il y a eu des militants qui ont commencé à en parler. Il y a eu un travail social, il y a eu des résistances. Ça a été même avant les mobilisations sociales. Là, tu sais, ça remonte à des décennies. Ouais. Hein, au début des années 50, l'Organisation internationale du travail avait déjà une convention, a eu la Convention 100 qui reconnaissait le droit à l'équité salariale. Ouais. Fait que c'est pas, ok. c'est pas récent. Là. Ouais. Ça fait 70 ans? Ouais. Au-dessus de 70 ans. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a commencé par là. Ouais. Après ça, tranquillement, les pays se sont mis à la ratifier, cette convention-là. Le Canada au début des années 70. Puis nous-mêmes, au Québec, en 75, on a adopté notre Charte des droits et libertés. Ouais. Qui Ça reconnaissait... aussi avant le fédéral. Avant Oui. la Charte des droits et libertés Oui. au fédéral, ouais. Non, mais Effectivement. il y a un côté précurseur là-dedans. Là. Tout à fait, oui. Puis cette charte-là reconnaissait le droit à l'équité salariale. Ouais. Hein, fait que ça fait déjà 50 ans qu'on le reconnaît au Québec comme un droit fondamental. Sauf que, tu sais, signer une convention, ça veut pas dire que sur le terrain, ça s'applique quand même. Là. Il y a un travail qui a dû se faire encore pour que tout ça prenne forme réellement. Effectivement, c'est de passer de
l'égalité de fait, Ouais. de droit à Ouais. de fait. Là. Ouais. Fait que c'est beaucoup ça, les mouvements sociaux qui ont eu lieu par la suite dans les décennies suivantes. Ouais. Les groupes de femmes, La marche du pain des roses, entre autres, en Oui. 95, je pense qu'on peut y penser. C'était un elle peu était la marquante. culmination. Là. Ouais. Oui, c'est ça, parce que la loi était dépôt du projet de loi et adoption de la loi sur l'équité salariale en 1996. Bon, dans le sondage qu'on a mentionné tantôt, les gens, en fait, confondent égalité et équité salariale. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour bien différencier ces deux concepts? Ben, on peut partir déjà du mythe, là, de ce que les gens pensent là, tout le temps. Là. Ouais. Ce qu'ils pensent, là, ben moi, je respecte ça, l'équité salariale, mes gars puis mes filles, je les paye de la même façon. Hein? C'est pas ça, Ouais. justement. Ouais. Ça, c'est de l'égalité salariale. Hein? T'as un caissier, une caissière dans ton épicerie, t'es payé de la même façon. Ouais. C'est parfait, hein? On veut ça, Ouais. mais ça, c'est pas appliquer la loi sur Ouais. l'équité salariale. Cela dit, c'est pas vrai que c'est le cas partout. Non, Moi, on nommera pas personne, mais dans les médias, entre autres, les gens seraient étonnés. Pour un même poste, mais le problème des médias, c'est comme une bulle à part. Là. Mais OK, donc ça, c'est l'égalité. Même poste, que ce soit un gars ou une fille, bon. t'as le Mais droit à ça, Oui. mais c'est pas la loi sur l'équité salariale qui s'en occupe. OK. La loi sur l'équité, elle fait quoi? La loi sur l'équité, ce qu'elle regarde, c'est des postes différents. Hein. Ce qu'elle regarde, c'est que les emplois féminins Ouais. obtiennent un salaire au moins égal. En fait les emplois occupés ou traditionnellement ou majoritairement par des femmes. Ouais, on pourra Parce que- revenir oui. à ce que c'est exactement un emploi féminin. En fait, le jargon légal, c'est un emploi à prédominance féminine. Ouais. On pourra revenir sur comment on définit ça Ouais, là, pour ouais. que les gens comprennent c'est quoi ça, Ouais. un emploi féminin. Mais c'est ça. Le but, c'est qu'ils reçoivent au moins un salaire égal que les emplois masculins qui ont la même valeur. OK. Fait que là, on compare des emplois différents. Pas Ouais. les personnes qui occupent l'emploi, Ouais. mais les emplois eux-mêmes, on les compare selon leur valeur. OK. Jérémy, t'as l'air de... Ben, tu sais, en fait, comme dit Maria, tu vois, c'est quand même, je ne vais pas dire complexe, hein, mais tu sais, en bon québécois, c'est une petite coche au-dessus de l'égalité salariale. Fait que quand on voit qu'il y a encore une bonne partie de la population qui ne comprend pas Ouais. ce concept-là, Ouais. ça s'explique parce que tu sais, là, on compare des pommes et des oranges. Là, Ouais. tu sais, Ouais, tout à fait. c'est beaucoup plus facile, évidemment, de comparer deux choses qu'on connaît. Puis, tu sais, je pense que c'est un raccourci mental. C'est plus facile de comparer des choses qu'on connaît comme ça. Là. Ouais. L'égalité salariale, effectivement, demande une analyse plus approfondie, si je peux dire ça comme ça. Là. Ben moi, on a ouvert la porte. Allons-y avec ça. Moi, je suis curieux de voir comment on fait. Sur quelle, entre guillemets, science, je dis le mot en guillemets parce qu'il doit en avoir une, mais sur quels critères on réussit à comparer le travail, je sais pas, un travail majoritairement occupé par des femmes avec un autre travail. Comment on fait pour faire ces équivalences-là? Et est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a un rapport avec la sensibilité des époques? J'imagine que c'est pas une science exacte non plus. Hein. Oh, là, on est vraiment dans des questions très, très techniques. Mais Est-ce vous que tu savez- veux aller là dès le départ ou Oui. bien on comprend d'abord c'est quoi les emplois féminins? Puis... Ah ben ok, je vous suis. Vous êtes les spécialistes. Je découvre un monde. Là. Tu sais, en fait, d'abord, pour comprendre tout ça, il faut se rattacher à pourquoi on trouvait important d'avoir une loi Oui. comme celle-là, Oui. au-delà du fait que c'est un droit qu'on reconnaît, nanana, mais c'est parce qu'il y a un enjeu à la base. Hein. Ouais. La loi, on ne l'a pas adoptée pour le fun, là, Ouais. pour imposer une nouvelle obligation Ouais. aux employeurs. là. Ouais. C'est qu'il y avait un problème à résoudre, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une sous-valorisation des emplois à prédominance féminine OK. qui était là depuis extrêmement longtemps. Ouais. Puis cette sous-valorisation-là... Est-ce que c'est ce qu'on appelle le patriarcat? J'entends parler de ça parfois dans les... Mais en fait, c'est ça. C'est un héritage, en fait. C'est un un- modèle économique d'une façon de configurer la société qui date de longtemps et c'est difficile de s'en extirper d'une certaine façon. Très difficile. Puis, tu sais, c'est que c'est multifactoriel. Là. Cette sous-valorisation-là n'était pas juste due à une chose. Là. Ouais. Et c'était le fait que, tu sais, si on remonte, là, mettons au début du 20e siècle, là, quand les femmes, il y en avait des femmes qui allaient travailler sur le marché du travail, qui étaient pas. La majorité était à la maison, on Ouais. s'entend. Ouais. Mais celles qui allaient travailler, elles, souvent, leur salaire était vu comme un revenu d'appoint. Ouais. Hein? Ouais. C'est son mari qui est le vrai pourvoyeur. Ouais. Fait que toi, ton salaire, t'en as pas vraiment besoin. C'est un petit bonus. Hein? Fait que tu Puis n'aurais pas écoute, non plus compétitionné avec Non. que les hommes aient du mal à trouver un emploi si les Non. femmes sont aussi bien payées. Exactement. Nanana. Donc, tout ça. Est-ce que ça c'est un reliquat de la Deuxième Guerre mondiale où, entre autres dans les milieux industriels, les femmes ont beaucoup occupé les emplois des hommes qui étaient au front?
ou dans l'armée. Et je pense qu'il y a peut-être eu cette idée-là que, dans le fond, les femmes prenaient le travail des hommes en attendant qu'ils reviennent. On avait la misère à concevoir qu'elles avaient un réel pouvoir, une force de travail. Oui, en fait. une force de travail, Ouais. oui, effectivement. Ouais. Ouais. OK. Fait que ça, c'est un élément Ouais. qui a joué. Puis, tu sais, les salaires, en fait, ils sont ajustés un petit peu en montant au fil des années, mais il reste que, tu sais, à la base, ils étaient considérés comme un revenu d'appoint. Ouais, Donc, ouais. ça faisait que c'était des bas salaires. Ensuite, il y a eu le fait que les femmes, quand elles entraient sur le marché du travail, souvent, c'était dans des emplois qui ressemblaient aux tâches qu'elles faisaient chez elles. Ah ouais. S'occuper des enfants, soutenir, tu sais, tous les emplois de soutien. Le care. Oui, de care, mais aussi tout ce qui est, tu sais, secrétaire. Ouais. Les petites mains. C'est On dit souvent les ça. petites mains. Le soin aux personnes âgées, Ouais. l'enseignement, tout ça. Ça fait que tout ce qui était demandé comme exigence dans le cadre de leur travail, c'était vu comme elles l'ont naturellement. Hein? On n'a pas besoin de rémunérer ça. C'est facile pour elles de faire ça. C'est le fait d'être une femme qui les amène à être capable de le faire. Vous avez une formation en histoire. Oui. On a discuté avant d'enregistrer. Est-ce que là, on sort un peu du plan qu'on avait convenu, là, mais est-ce que le fait aussi que les femmes ont souvent occupé des emplois qui, auparavant, étaient dévolus aux religieux, Ben oui. donc, pas invisibles, mais pas payés? Mm-hmm. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça a défavorisé, en fait, la perception qu'on a du rôle des femmes dans le marché du travail? C'est possible, mais même là, tu sais, si on regarde, mettons, le rapport parent dans les années 60, là, il sortait les moyennes de revenus entre les hommes et les femmes qui enseignaient, même si c'était des laïcs. On voyait la différence de salaire. Les hommes gagnaient plus cher de toute façon. C'est ça. Okay, les conventions collectives là, prévoyaient explicitement un salaire pour les hommes puis un salaire inférieur pour les femmes. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. On a des traces papier de ça. Là. Ah ouais. Dans les... Ah ouais, shit, OK. Mais ça tombe dans l'égalité salariale. Oui, effectivement. Même... Oui, mais quand même, ça donne une idée de... On part de loin. On part de loin, en fait. Oui, ben, c'est ancré dans notre société. Là. Je veux dire, dans les coutumes, les pratiques, les croyances de l'époque. Là. Ouais. Puis, si tu me permets, si vous me permettez, Fred. Vous pouvez me tutoyer. La dernière chose aussi que je voulais mentionner qui a fait que, à travers les décennies, leurs emplois se sont trouvés sous-valorisés, sous-rémunérés, c'est que dans l'entre-deux-guerres, encore une fois, là, une question historique, dans l'entre-deux-guerres, il a commencé à avoir une réflexion sur la taylorisation du travail. Taylorisation du travail, effectivement. Hein? Donc, on essayait ça, c'est les cours de sociaux du travail aussi. Exactement. Là, le Fordisme, l'organisation scientifique du travail. On essayait d'avoir donc une meilleure gestion de l'argent des entreprises en fonction de ce qui était demandé comme tâche dans les emplois. Puis toute cette réflexion-là, il y a eu les premières grilles d'évaluation des emplois qui se sont créées à cette époque-là. Donc, mettons dans les années 30. Là. Mais elles étaient basées sur des emplois qui étaient faits par des hommes. Des emplois d'usine, effectivement, qui étaient comme... Ce qu'on valorisait dans ces grilles-là, c'est tous les efforts physiques qu'on voit plus dans les emplois plus masculins et tout. Donc, quand on a voulu appliquer ces grilles-là aux emplois plus féminins, on se trouvait à poursuivre l'invisibilisation des efforts qui étaient demandés. Parce que dans le fond, tout ce qu'on évaluait, ou en fait qu'on mettait de l'avant dans les emplois d'usine majoritairement tenus par des hommes, ça disparaissait bien sûr dans les emplois majoritairement. Exactement. Ouais, voilà, OK. Tout ce qui est relationnel, communication, cela dit, on aurait pu aller... Évoluer, on aurait pu évoluer. Oui, c'est ça. Alors, c'est que cette loi-là témoigne aussi de l'évolution d'une société. Là. Oui, effectivement. C'est ça, c'est pour ça, donc, tout ça m'amène à dire, c'est pour ça qu'on est arrivé puis qu'on a voulu adopter une loi comme celle-là, c'est que pour répondre à ces enjeux-là de sous-valorisation, de sous-rémunération qui étaient historiques, des emplois à prédominance féminine, donc les emplois principalement ou traditionnellement occupés par des femmes. Est-ce qu'il y avait des précédents ailleurs dans le monde, dans d'autres législations? Est-ce qu'on s'est inspiré de modèles ou on a été, au Québec, le modèle? On a été des précurseurs, mais il faut le dire que par contre, il y avait quelques lois qui existaient, mais c'était surtout seulement dans le secteur public, pas le privé. Nous, notre loi s'applique au secteur privé et public. Et on voyait aussi beaucoup, ça s'appliquait pour des grandes entreprises, là, du 100 et plus, du 250 et plus.
Et souvent aussi, c'est des mesures plus volontaristes. C'est un peu le modèle anglo-saxon, là, où on ne va pas nécessairement... on aimerait ça que vous le Exactement. Puis écoute, quand tu regardes la littérature, clairement, ça ne fonctionne pas. L'écart salarial entre les hommes et les femmes était encore là. Fait que oui, il y avait d'autres choses. Il y a aussi, il y a différents modèles, en fait, pour s'attaquer un peu à la discrimination. En Europe, c'est beaucoup plus de la négo collective, avec aussi des par grappe ou par industrie. Ouais. Nous, on a fait un choix différent. Fait que je dirais, il y a l'Ontario aussi, 88, si je ne me trompe pas. 87-88. Ah ouais, 88. Effectivement, qui a été le précurseur au Canada, là, quand même, par rapport à ça. Là, on a parlé beaucoup de ce qui s'était passé par le passé, justement. Puis le problème, c'est qu'il y a des mondes qui disent « Ouais, mais là, aujourd'hui, c'est quoi la réalité? » Tout ça, on a évolué, les outils ont évolué. La réponse, c'est oui, mais ça existe encore, cette fameuse discrimination-là. Puis je pense qu'un bon exemple, des fois, là, c'est toujours on adore les bons exemples. Pour se camper un peu dans ça. Pourquoi la loi est là, puis pourquoi on la veut, puis on veut la garder. Je vais vous donner un exemple un peu sur le marché du travail, mais très, très simple. Là, puis bon, supposons que moi et Maria, on est des personnes salariées, on est dans notre jeune temps, Maria garde des enfants, puis moi, écoute, je tourne le gazon. Fait qu'on va faire l'évaluation de nos emplois là, en fonction de critères prévus par la loi, donc les qualifications, les efforts requis, les conditions de travail puis les responsabilités. Là, je fais ça grosso modo. OK? Fait qu'on regarde, dans le fond, mon emploi à moi. Je tourne le gazon. Fait que, au niveau de qualification, on s'entend, là, je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir un diplôme pour passer pour pouvoir marcher et pousser une tondeuse. Exactement. Au niveau des conditions de travail, bon, écoute, si c'est l'été, effectivement, il peut faire chaud un peu de bruit aussi à cause du moteur. Les risques d'accident. Les risques d'accident. Effectivement, je peux peut-être me couper là, des fois, des trucs comme ça. Bon, responsabilité, entretien du gazon, puis pas endommager la machinerie, la propriété aussi, effectivement. Fait que somme toute, un emploi assez simple. Fait que là, tu sais, toi, Fred, tu m'engages, let's go. Bon, tu me donnerais quoi? Quand on regarde un peu, quand on pose la question aux gens, là, ça gravite autour de entre 15 et 20 $ de l'heure, qu'on va dire. Maria, je pourrais te laisser décrire ton emploi de gardienne, si tu veux. Oui, j'ai fait gardien averti. Hein, j'ai un petit certificat. Déjà, on a un diplôme. J'ai la garde de tes précieux enfants. Oui. Hein? Je m'assure qu'ils ne meurent pas. Quand même. Tu les nourris? Je les nourris, oui. Je m'assure qu'ils vont bien, qu'ils sont en bonne santé. C'est forçant. Hein? Il y a des cris toute la journée. C'est pour ça qu'on vous engage. Je joue à quatre pattes avec. Parce qu'on est tannés nous-mêmes. Oui, on travaille, mais... OK. J'ai des risques de devoir toucher des fluides corporels, des microbes. Donc, tout ça, hein? Ça devrait être pris en compte pour l'établissement de mon salaire horaire aussi. Mais dans les faits, quand on regarde justement comment on rémunère une gardienne, en tout cas, il y en a même eu un journal, je pense, dans la presse, le Journal de Québec, il n'y a pas si longtemps, une année ou deux. Là. Puis, en moyenne, les gens donnaient 7, 8, 9, 10 $ de l'heure. Puis là, c'est sûr que c'est un exemple très simple, mais ça démontre à quel point... Oui, parce qu'après ça, on va décortiquer un peu comment on fait les parallèles, comment on fait les la sécurité des enfants, leur bien-être, puis les soins de base versus passer un gazon, puis je peux pratiquement des fois avoir un salaire double horaire. C'est ça, en fait, quand on parle. Cela dit, rapidement, quand on ouvre les journaux, on se rend compte qu'une belle pelouse semble souvent plus important qu'un réseau d'écoles publiques de qualité. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tu lui réinviteras pour ça, c'est parfait. C'est sûr qu'il y a plein de bémols à notre exemple, mais c'est juste pour illustrer comment on oublie ce qui est demandé dans des emplois. En fait, on se rend compte que tout ça est érigé par convention sociale. Effectivement. Donc, ça peut bouger. Tu le sais, Fred, c'est ça, changer les mentalités, c'est long. C'est long. Ben, on l'a ouvert la porte. Je veux qu'on rentre dans la mécanique. Comment ça fonctionne pour déterminer... Comment vous établissez la grille pour faire les correspondances entre des métiers traditionnellement féminins ou masculins? OK, donnons un exemple. Pour qu'on comprenne bien. Là. Quel exemple on pourrait donner pour que les gens comprennent? Entre un emploi traditionnellement considéré comme féminin et masculin, et comment on fait les... On peut y aller, mettons, un classique qu'on utilise souvent, la caissière d'épicerie et le commis, le gars qui remplit les légumes et les fruits. Bon, pas de qualification ni l'un ni l'autre. Les responsabilités. Bon, la caissière doit s'occuper de la caisse, s'assurer d'offrir un bon service à la clientèle. Elle a la responsabilité de communication avec la clientèle, mettons. Là.
Elle manipule l'argent. C'est Oui. l'image Quand- de marque de l'entreprise. Là. Oui, puis c'est ça. Il faut qu'elle Ah, fasse... attendez, ouais, mais ça, l'entrepreneur pourrait dire non. Ah, Non, effectivement. C'est pas ça que je considère comme l'image de marque. c'est pour ça que c'est l'employeur qui fait ses travaux. C'est Hein. ça. C'est pas nous qui les faisons. Là. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Bon. C'est toujours en fonction de sa mission d'entreprise. Puis Ouais, vers- puis sa comme vision. sa vision Ouais, de son ouais, entreprise, qu'est-ce qui est important pour lui dans Ouais. son entreprise. OK, Hein? bon. Fait que, le commis, vos responsabilités de ne pas endommager la nourriture qui est vendue, produit, mettons. ouais, là, ouais. On veut des beaux fruits, des beaux légumes. Ouais. Euh, Tu l'as dit, des fois. les C'est pas efforts. clair. Ensuite, on va se pencher sur les efforts. Puis là, c'est souvent là, on le remarque, les efforts, ils ont tendance à être invisibilisés dans les emplois féminins. Hein. On pense ouais. souvent, quand tu penses Oui, effort, là, tu penses à des jobs de gars. Là. Ouais. Tu penses aux gars de construction, tu penses Ou- aux camionneurs, Ou dans l'épicerie, ben, il lève des boîtes. Il Les palettes. Pas la caissière. Mais là, c'était intéressant parce qu'il y a eu récemment un article. En tout cas, c'est sorti dans les Oui, journaux. justement. Le fait d'être debout. Le fait d'être debout. Il y avait une réflexion Mais je qu'on sais pas tentait d'avoir. si vous en avez déjà vu, vous. Moi, ça arrive souvent que je vois des caissières avec des attelles au poignet parce qu'elles ont Ouais. des tendinites, parce Ouais. que à force, c'est pas des gros poids là, qu'elles soulèvent Non, là, non, mais c'est la Mais- répétition. tout le temps, Ouais. journée longue, Ouais. pendant des heures et des heures. Ouais. Donc, c'est un effort, ça aussi, qu'il Ouais. faut prendre en compte quand on évalue l'emploi. Ouais. Puis ensuite, conditions de travail, ben là, on regarde tout ce qui est... le bruit est similaire dans les deux cas. Fait que là, on a regardé tout ça. Ouais. Ça leur, à chaque emploi de l'entreprise. Hein. Pas là, on a donné 2, là, mais tu fais ça pour l'ensemble de tes emplois. Là. ouais. Puis là, tu arrives avec un score. Puis il faut... S'ils Faut ont... que le score soit le plus équivalent possible. Non, mais tu auras peut-être décrété après évaluation que ton commis il est à 300 points puis ta caissière est à 280. Là. Ça se peut que ce soit pas la même chose. Là. Mais il faut que ton salaire soit équitable. OK. Sauf que les points, c'est une grille que vous leur fournissez aux entreprises. Exactement. C'est ça, parce que sinon, les entreprises vont faire, ben non, c'est pareil. Oui, non, Les deux, effectivement. c'est pareil. Effectivement, tu sais, je vous dis, ces critères-là, là, c'est reconnu là, dans tous les gros livres d'évaluation des emplois, là, en OK. gestion des ressources humaines puis personnelles. Là, tu sais, je veux OK. dire, c'est tout le temps les 4 mêmes critères. Ouais. Nous, on a quand même fait un gros travail aussi. Puis tu sais, je dis nous, mais tu sais, ça fait des années que ça existe. Ouais. Ouais. Bon, Puis ouais, la grille qu'on leur donne, c'est oui, les 4 grands critères Ouais. qu'on a nommés, mais nous, on les subdivise en sous-facteurs qu'on Ouais. appelle. Donc, il y a une dizaine de sous-facteurs à observer un après l'autre, puis à évaluer. On a vraiment des descriptions de niveau. Bon, ça équivaut à tant. Un effort moyen, Ouais, léger. ouais. Puis là, tu sais, ils vont vraiment regarder là, point par point, Ouais. assidûment, chaque emploi de l'entreprise. Là. OK. ultimement, on est capable, de manière proportionnelle, en fonction de la valeur de l'emploi puis de sa rémunération, de voir, oh, et tu disais justement, c'est ça. L'objectif, comme tu dis, c'est pas que ça soit égal. Là. Tu sais, c'est, comme dit Maria, tu évalues en fonction de, justement de l'emploi. Tu regardes ce qu'il y en a, puis après ça, tu es capable de faire notre outil fait le calcul gratuitement. OK. Puis tantôt, je parlais d'image de marque. Ce que je voulais dire souvent, c'est qu'on oublie souvent que, par exemple, la secrétaire, la commis, c'est la première personne qu'on voit. Tu sais. C'est vrai. Mais ce travail-là, là, je veux dire, tu sais, si tu arrives et tu es bête comme tes pieds, là, Ouais. ça se peut que la personne ne revienne pas par la suite. Là. Mais ça, là, c'est quelque chose qu'il faut évaluer aussi. Là. Est-ce que c'est du cas par cas selon chaque domaine ou il y a des grandes lignes directrices? Parce qu'après ça, il faut que les employeurs aient quelque chose, parce qu'il y a un travail à faire de leur côté, là, qui est quand même, j'imagine... Qu'il faut se le dire, qui est quand même complexe. Il faut comprendre ce qu'on fait, puis ça prend quand même aussi plusieurs heures. Là. Ouais. Quand on fait un travail de qualité, là, Ben là, il y a 2 choses. Oui, il y a des lignes directrices imposées par la loi qui sont inspirées de la littérature, ce qu'on voit partout dans les autres législations aussi. Hein. La loi impose 4 critères de base qu'on a déjà nommés d'ailleurs. Ouais. Il faut qu'ils prennent en compte les qualifications requises pour l'emploi, les responsabilités qui sont assumées dans le cadre de l'emploi, les efforts qui sont à déployer, tout type d'efforts. Hein. Puis les conditions de travail dans lesquelles on le fait. Ben, tout type d'effort, donc pas seulement force musculaire. Exact. Ou, bon, c'est ça. effort Effort physique, intellectuel, effort psychologique, intellectuel. émotionnel. OK. Ce que la loi prévoit, c'est ces 4 grands facteurs. Ouais. Donc, vraiment très généraux. Ouais. Après, comment on va le mettre plus en détail, l'affiner, ben ça, c'est propre à chaque entreprise. Ah bon, OK. Parce que c'est pas vrai que tu vas avoir besoin des mêmes exigences dans, je sais pas moi... Le secteur de la construction ou en ressources humaines Exactement. ou en comptabilité. Ouais, OK, je comprends. OK. Puis là, je pense qu'Alfred, tout ce que tu veux comprendre un peu, c'est la mécanique, Oui. comment ça fonctionne. Mais regarde, je vais y aller à la base. En Ouais. fond, tu sais, au Québec, tu es un employeur. Si jamais à un moment donné, tu atteins une moyenne de 10 personnes salariées et plus, tu deviens assujetti à notre loi. Bon, OK. Tu as 4 ans pour faire ce qu'on appelle l'exercice initial d'équité salariale. Ça, c'est le jargon là,
jargon, la poutine interne, comme on dit, là, c'est ça, mais c'est ça. Tu fais un exercice d'équité salariale. Puis cet exercice-là, ben, au départ, ce que ça demande, c'est tu vas identifier tes emplois, comme Marianne en a parlé tantôt, les emplois plus féminins, les emplois plus masculins. Il y a des critères qui sont privés à la loi justement pour faire ça. Ensuite, le cœur, en fait, de ce travail-là, c'est, comme vient de le dire Maria, évaluer tes emplois. Ouais. Évaluer tes emplois, ça veut dire... Puis ça, là, les gens disent, l'évaluation des emplois, mais c'est quoi? Ça fait 100 ans que ça existe. C'est encore de la paperasse qui empêche nos entreprises de faire de l'argent. De faire de l'argent. Il y a beaucoup d'avantages pour les employeurs, puis je pense que ça, c'est un discours qu'il faut changer. Bon, c'est ça qu'on est là. Oui, exactement, c'est ça. Hein, oui, c'est une obligation, mais il y a des avantages, puis on va parler tantôt. Oui. On va parler de la mécanique. Oui, de la mécanique, c'est ça. Fait que là, comme je disais, tu identifies tes emplois. Là, tu évalues tes emplois. Ça veut dire que tu vas leur donner une valeur. Okay? Ultimement, en fonction de tous les critères qu'on a mentionnés tantôt. Nous, on fait une valeur, c'est un chiffre? Oui, exactement. Nous, exemple, on a un outil ici là, qu'on fournit sans frais aux employeurs parce que notre rôle, évidemment, nous, à la CNSST, c'est d'accompagner les employeurs. On s'entend dans les PME, là, je veux dire, ils n'ont pas... ils ont rarement, en fait, de gens en ressources humaines, puis des spécialistes en rémunération. Ça, on voit plus ça dans les grosses entreprises. Fait que l'employeur, nous, c'est notre rôle de l'outiller, de ne pas les laisser seuls. Regarde, on va vous aider, on va vous former gratuitement. On a des formations sur des webinaires et tout ce que tu veux. Là. Puis, on va vous accompagner si vous avez des questions. Bon. Alors, il évalue, il donne une valeur. À la fin, ça donne une valeur sur 1000 points. Okay? Puis, évidemment, plus tu as un pointage élevé, plus tu contribues à la mission de l'entreprise, plus tu es important. Et à la fin, notre fameux outil en ligne qu'on appelle Mon équité salariale fait tous les calculs pour toi en fonction de la rémunération de chacun de tes emplois. Puis, quand je dis rémunération, c'est pas juste le salaire horaire. Là, hein? Avantages sociaux, fonds de retraite, assurance, congé, et j'en passe. Il n'y a pas juste le salaire horaire, c'est important de prendre tout ça en compte. On voit souvent dans les emplois masculins des bonnies, des commissions, puis des avantages, puis des fois dans les emplois féminins, c'est plus rare un peu. Il faut faire attention. C'est des vocations, les emplois féminins. Ils n'ont pas besoin de bonus. Ils l'auraient fait de toute façon. C'est ça. Ultimement, à la fin, tu es capable de constater si est-ce que j'ai des écarts oui ou non. Et encore une fois, notre outil, puis même sans outil, l'employeur produit un affichage qui va mettre dans l'entreprise, en fait, qui va afficher, qui va publier pendant une bonne période de temps. Et les personnes salariées vont pouvoir prendre connaissance, je dis bien, d'une partie des résultats des travaux, parce que, tu sais, il y a quand même des données sensibles aussi. Là, oui, bien sûr, bien sûr. Tantôt, on parlait des partenaires là, du conseil du patronat, les syndicats, tout ça. C'est sûr que la gestion de la rémunération, les salaires, il y a des données confidentielles, c'est sûr, certain. Puis, au Québec aussi, il y a un certain tabou là, par rapport à l'argent quand même aussi. Tu disais, c'est-tu complexe, c'est-tu lourd? Effectivement, c'est quand même... c'est pas rien, là, je veux dire, pour un employeur, il faut se mettre dans leur peau aussi. Là. Souvent, je prends un garagiste ou un commerce de détail. On le sait, là, surtout dans le contexte actuel, là, je veux dire, ils sont occupés, ça va vite. Des fois, il y a des endroits où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et j'en passe. C'est sûr que quand ils arrivent, ils font comme quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut comprendre effectivement que c'est une autre obligation administrative, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un droit fondamental. Là, être rémunéré, dans le fond, de rémunérer, de payer les compétences, là, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des résistances? Écoute, y a-t-il des résistances? Tu me permets-tu de répondre, Maria? J'imagine. Non, mais la réponse courte à ça, c'est qu'aujourd'hui, la loi, là, elle a été acceptée. Et elle entre progressivement aussi dans les pratiques des employeurs. Je te cacherai pas qu'au début, là, quand Maria, on venait dans l'histoire, là, au départ, là, un peu dans les années 80, choc pétrolier, inflation, tout ça, il y a eu la coalition, justement, pour l'équité salariale. Il y a eu des grosses au sein même de la coalition. Là, je veux dire, il y avait des débats à l'interne sur comment on fait pour respecter le principe d'équité salariale. Je veux dire, au niveau des syndicats aussi, puis il faut leur donner, hein, le mouvement a été beaucoup supporté par les syndicats. Je veux dire, si on a l'équité salariale aujourd'hui, là, c'est grâce au groupe féministe, au groupe de femmes, mais beaucoup grâce aux syndicats aussi. Là. Beaucoup de lutte sociale. Vraiment, exactement. Et c'était une importante lutte sociale du Québec. On l'oublie, là, mais ça a été énorme. Là, je veux dire, il y avait des pétitions de 70 000 personnes. Ça, c'était énorme. Là, je veux dire, c'était un des moyens qu'on mettait de l'avant, que la coalition mettait de l'avant pour sortir les femmes de la pauvreté. Là. Les mères monoparentales qui avaient un emploi à temps partiel, blablabla, c'est dire on veut avoir des salaires équitables. Là, il y a quand même eu, ça a été un des rares projets de loi où il y a eu de la transpartisanerie. Les femmes des différents partis se sont beaucoup regroupées pour faire valoir, un peu comme des projets de loi récents. Exact. Là, ça a été le même cas. Là. En fait, les plus solidaires, ça a été les femmes des partis politiques, du PQ, des libéraux. Là, on a des Mme Harel, Mme Blackburn, Monique Gagnon. Oui, c'est ça. Eux autres ont été solidaires et été transpartisans, comme tu dis, Maria. Qu'est-ce qui arrive si une entreprise ne se conforme pas à la loi? Il arrive différentes choses. Il peut y avoir différentes choses. D'abord, ça peut être... En fait, est-ce qu'il y a des inspecteurs, inspectrices?
C'est des enquêteurs, en Payer fait. le même salaire, j'espère. C'est l'égalité salariale. oui, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein? Ils tombent pas dans le piège, Fred. J'essaie là, de. Ben non, je t'agace. Est-ce que la loi, elle a du mordant, en fait? Oui, ben c'est ça. Il y a différentes dispositions. Là. Ouais. D'abord, il peut y avoir les personnes salariées elles-mêmes peuvent porter plainte là, Ouais, ouais. si elles constatent que leur employeur n'a jamais fait de travaux d'équité salariale ou Ouais. qu'elles ont des doutes ou bien qu'elles pensent qu'ils ont, Ouais. ils ont fait ça Pas de la bonne façon. un petit peu mal. Là. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ils peuvent porter plainte auprès de la CNSST à Ouais. tout moment. Ben, pas à tout moment. Il y a des délais là, selon le Ouais, type de ouais. plainte, là, mais on n'entrera pas dans Non, ce non, détail-là. Non, mais oui. Mais nous-mêmes, on a aussi un programme de vérification. Ouais. Donc, on a des enquêteurs, enquêtrices qui vont dans les entreprises de façon aléatoire. Ouais. Ils leur demandent, s'il vous plaît, montrez-nous vos affichages. On a différents types. Là. Il y en a qu'on va juste regarder est-ce qu'ils ont fait leurs travaux d'équité salariale. Des fois, on va regarder est-ce qu'ils les ont bien fait. Ouais. Fait qu'on on va... On a de la médiation aussi, évidemment. Là, au Oui. départ, quand il y a une plainte, la première des choses qu'on fait, c'est d'offrir la médiation pour tenter de voir s'il n'y a pas une possibilité, justement, là, d'arrangement. En fait. Ouais. C'est ça. Puis 70% du temps, ça fonctionne. On n'a OK. pas besoin d'aller plus loin que ça. On est capable de s'entendre, effectivement. Ouais. Et ultimement, nous, notre but quand on va comme ça dans les entreprises, c'est que les employeurs respectent la loi. C'est qu'ils Ouais. la fassent. Donc, tu sais, on a moins tendance à avoir recours, mettons, à des amendes. Ouais, ouais, Nous, ce qu'on ouais. veut d'abord et avant tout, c'est qu'ils fassent leurs travaux Oui, puis que puis les je gens pense- aient leur droit de respecter. Là, Oui, puis je pense que les autres, ils veulent respecter la loi. Oui, Absolument. tout à fait. La plupart du temps. Ouais. Dans la Ouais. très, très, très grande majorité Ouais. des cas, les employeurs, si on entre dans leur entreprise puis on fait des vérifications, ils vont les faire leurs travaux. Là. J'imagine qu'il faut les convaincre des fois, peut-être, ceux qui sont plus réfractaires. Est-ce que vous arrivez à leur dire, ben écoutez, il y a des avantages au-delà de que ça va vous coûter plus cher parce que certains emplois étaient mal rémunérés? Mhm. Est-ce que, je sais pas, moi, il y a l'idée que vos ressources humaines vont peut-être être un petit peu plus à jour, Absolument. Ah oui, plus à la coche, Absolument. des arguments comme ça. Ben c'est ça, c'est un excellent point, justement, Fred, c'est qu'il faut parler. Je pense que c'est une des choses qu'on doit faire mieux. Là. Il faut parler aux employeurs en langage employeur. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, on comprend. Puis là, je mets lourdeur entre guillemets, mais on comprend la complexité. Ouais. En soi, tu sais, évaluer des emplois, là, les gens, je veux dire, un employeur, comme je disais tantôt, ne connaît pas ça. Là. Non. Fait qu'il faut qu'on le Lui, il fasse. engage du monde, Il engage, selon c'est ses ça. besoins, puis Ouais. il négocie, Ouais. puis... Ouais. C'est ça. Puis souvent, c'est négocié là, comme ça. Là. Sur Ouais, le bord d'une tout à fait, table, tout à là, tu fait. sais, toi, t'es bon, là, tu te vends Ouais, bien, je let's suis go, fort. bon, parfait, mais basé des fois sur des critères, avec un peu d'expérience, mais tu sais, bon, ouais. mais si un autre candidat arrive, souvent moins bien, un salaire, ben, tu sais, ça peut Ouais. être complexe un Ouais, peu. Là. ouais. Puis c'est correct, les salariés ils viennent voir leur gestionnaire, Ouais. puis leur employeur, puis ils disent, bon, mais là, écoute, je vois que, tu sais, tel cabinet offre tant, ben, que là, moi, je veux $2 de plus de l'heure. Ouais. Je pense qu'au Québec, là, puis tu sais, dans une bonne gestion de la rémunération, il faut arrêter de fonctionner comme ça. Ouais. Puis l'équité salariale te permet justement de sortir de ce carcan-là, en fait, qui est basé sur rien. Ouais. Parce que, Mais qui est basé sur le marché. oui, Ouais. c'est ça, le marché. Oui, La c'est main ça. visible du marché. Ouais, la main visible du marché, c'est ça, avec plein de normes et de conventions. Ouais, mais bon, ouais. ça, c'est un autre débat. On peut C'est en parler c'est aussi. les conventions invisibles. C'est ça, ben oui, exactement, c'est ça. Salut Adam Smith. Mais oui, c'est ça. Alors, comme je disais, c'est qu'il faut sortir un peu de ça, je Ouais. pense, puis faire un exercice salarial. Ça te permet vraiment à l'employeur de dire, oh, là, il faut que je connaisse mes emplois dans ma business, tu sais, Ouais. parce que là, je veux dire, ça peut évoluer, puis je connais pas ce qu'ils font. Fait qu'il faut que tu récoltes ces données-là, ce qui est déjà Ouais. une bonne chose pour toi. Ouais. Deuxièmement, Surtout, on est dans une époque où les données, oui, c'est ça, exactement. la collecte de données, les logiciels de gestion. c'est même toute la problématique plateforme. parfois. Ouais, Bon, mais sauf qu'on on comprend l'importance Ouais. de ce qu'on peut faire avec des données. exactement. Fait que ça, ils doivent pas être durs à convaincre. Là. Là-dessus, par rapport à ça, non, mais Ouais. c'est toujours une question de temps. Tu sais, évidemment, Ouais. c'est pas le core de leur business. Tu sais, Ouais. c'est quand même pour eux, tu sais, c'est administratif. Sauf que justement, après ça, quand tu es en mesure de bien évaluer ton emploi, tu es en mesure de dire, oh, OK, si j'ai un nouvel emploi qui rentre ou tel emploi, ça devrait être tel salaire. Oh, Ouais. lui, je le paye pas assez. Lui, je le paye trop. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est ça que ça te permet de faire. Puis Ouais. ultimement, peut-être même te faire une grille salariale après ça, puis de dire, bon, ben écoute, ça va être ça. Puis là, si quelqu'un vient puis te fait pression en disant, Ah écoute, moi, si tu ne donnes pas tel ouais. salaire, je m'en vais. Écoute, voici ma politique salariale. Je suis Fait que dans le fond, transparent. ça peut alléger Oui, quelque oui. chose qui Oui. était fait un peu... Oui, vraiment. Puis, tu sais, les employeurs, plus ils font de l'équité salariale souvent, Ouais. en fait, nos sondages le démontrent, là, plus je dirais qu'ils intègrent l'équité salariale, puis sont, je dirais, reconnaissants, voient les avantages. On n'a pas parlé. Bon, Ouais. mettons que pour s'assujettir à la loi, il y a un travail qui est à faire. Mais quand c'est fait, après ça, le cycle, est-ce que c'est refait à chaque année? Est-ce qu'il faut... il y a des rééditions? Est-ce que c'est aux 4 ans? Comment ça fonctionne?
Oui, en fait, toutes les 5 ans. Parce que moi, je prévois une expansion de mon Oui, c'est ça. Là, ouais. Vraiment que je me prépare là, à gérer mes ressources humaines. Là. C'est une obligation quinquennale, en fait. OK, aux 5 ans. Donc, aux 5 ans, les employeurs ont l'obligation de regarder si, effectivement, l'équité salariale est toujours maintenue dans l'entreprise. Fait que là, ce qu'on leur demande de faire, c'est de regarder, est-ce qu'il y a des événements qui ont fait dans mon entreprise que ça l'a changé? Par exemple, je sais pas, moi, j'ai signé une nouvelle convention collective. Est-ce que c'est toujours respecté? J'ai créé des nouveaux emplois ou bien j'ai modifié les tâches de celle-là. Ah, celle-là, on a maintenant des clients au Mexique. Il faut qu'elle parle espagnol pour occuper cet emploi-là. Moi, je l'avais pas mis dans mes qualifications requises là, à la base. Fait que, tu sais, on leur demande, tous les 5 ans, d'aller juste faire un tour de roue, vérifier pendant les 5 ans, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que l'équité salariale est plus respectée. Advenant le cas, il y auront des ajustements salariaux à verser là, pour rectifier les écarts qui pourraient s'être créés. Climat de travail? Oui, bien sûr. Ouais. J'imagine que vous avez mesuré un impact. Ça a un impact, effectivement. Puis, je dirais, tu sais, quand on fait des travaux d'équité salariale, souvent, c'est sûr que la manière de le faire est très importante, mais la manière de le communiquer aussi. Là. Je veux aussi, en fait, rectifier des faits. Là. Des fois, on entend, dans le temps aussi, c'était ça, quand ça va coûter beaucoup trop cher pour les employeurs, puis tout ça. Mais c'est 20% de plus. Non, je me rappelle, c'était ça, l'écart, hein, c'était 20%. Ah non, mais c'est sûr que l'écart salarial, oui, c'est ça. Mais c'est sûr que quand tu regardes, exemple, dans la fonction publique, il y avait eu des importants ajustements. Dans le secteur privé, de ce qu'on voit, c'est qu'on voit des ajustements entre, je te dirais, ça représente 1 et 5% de la masse salariale. Fait que, tu sais, il n'y a aucun employeur qui doit fermer boutique à cause de l'équité salariale. Vraiment pas. Là. Puis d'ailleurs, si jamais il y a des problèmes financiers, il y a des articles de loi où on prévoit à l'employeur là, qui peut étaler les versements. Alors, c'est ça. Là. Il y a plein d'aménagements possibles quand même. Oui, on est accommodant. Mais on fait des blagues, mais notre rôle à CNSST, numéro 1, c'est le soutien. Je veux dire, tu parlais un peu de notre loi Intubonne, tout ça. Il y a une chercheure, justement à l'UQAM, Marie-Thérèse Chichat, c'est un peu la spécialiste, elle travaille avec l'OIT. Merci. C'est ça. Moi, je suis un peu mêlé. OIT, Organisation internationale du travail, c'est ça. C'est un peu la Bible là, de l'équité salariale dans le monde, là, si je peux dire ça. Puis elle a comme fait un article à un moment donné sur c'est quoi les critères qu'une loi devrait avoir pour être efficace. Au Québec, sérieux, on les coche pas mal toutes. Une loi proactive. Maria parlait de la charte tantôt. Avant, comment ça fonctionnait, là, la charte, là, c'est qu'il fallait que la personne salariée démontre qu'elle était victime de discrimination. Post Canada, Air Canada, il y avait Bell aussi. Des années et des années de débats juridiques, ça n'arrêtait pas. Démarche, les personnes salariées, je veux dire, n'ont pas les moyens financiers non plus de faire ça. Ça ne fonctionnait vraiment pas. Non seulement les moyens, mais en plus, on leur demandait de prouver une discrimination systémique. Tu sais, c'est pas juste dire je n'ai pas le même salaire que l'autre. Le fameux mot en S, systémique. Moi, je veux revenir à ta question sur le climat de travail. Tu l'as un peu abordé, mais c'est effectivement quelque chose qu'on essaie de montrer aux employeurs que ça peut jouer sur le climat de travail. Puis j'imagine qu'ils sont sensibles à ça. Là. Ben oui, c'est ça. Des personnes plus heureuses au travail, normalement, sont plus productives. Ils ont une meilleure atmosphère et tout. Attraction, rétention de l'expertise. La productivité aussi, effectivement. Des gens qui sont heureux au travail. C'est un peu cucu, là, mais je veux dire, c'est quand même ça les effets que les employeurs nous ont mentionnés à la CNSST, comme disait Maria. Puis les employeurs, la loi, dans certains cas, les oblige à faire ces travaux-là avec leurs personnes salariées. Ils font ça en comité d'équité salariale. Mais dans certains cas, ils ne sont pas obligés, mais peuvent le faire justement pour faire valoir à leurs employés, voyez, je mets ça en place, participez avec moi. Et comme souvent, les personnes salariées elles-mêmes sont les meilleures pour montrer qu'est-ce que leur propre emploi exige. L'employeur lui-même, souvent, il embauche quelqu'un qui a besoin de gérer sa comptabilité, mais il ne sait pas concrètement, au jour le jour, c'est quoi faire ça? Qu'est-ce que ça exige? Fait que on les encourage à avoir cette bonne pratique-là, d'inclure les gens dans leurs travaux, puis justement, ça va améliorer l'acceptabilité des résultats des travaux qui ont été faits, puis aussi, ultimement, le climat de travail au sein de l'entreprise. Est-ce que ça peut devenir même un avantage concurrentiel dans une économie mondialisée d'avoir des entreprises où, parce que tu sais, là, on a un débat aussi sur la taxation des ultra-riches versus les banques alimentaires. Il semble vouloir avoir une discussion, je dirais pas adulte, parce que François Lambert, est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent démontrer que les juridictions qui ont des lois sur l'équité salariale ont des économies résilientes? Ou... Première des choses, je dirais que
Particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Oui, effectivement, c'est ça. Oui. En fait, tout ce que tu écoutes, il y en a des fois qui ils vont donner pratiquement, je veux dire, un logement gratuit pendant 3 mois là, pour attirer des gens. Là. Fait que, je veux dire, je pense que l'équité salariale rentre dans une pratique. En fait, c'est de la rémunération. Là, je veux dire, puis là, on ne dit pas à l'employeur, tu vas payer comme ça. Là. Ça reste quand même le droit de gérance. Nous, on vient mettre des balises en quelque sorte. Je dirais qu'il y a une grosse tendance qui se passe au Canada et à l'international, là, c'est la transparence salariale. Il y a des pays, dans le fond, là, c'est ça, effectivement. Ben, là, tu vois, Maria, corrige-moi, mais je pense que l'Ontario est rendu avec une loi comme ça. Colombie-Britannique aussi. Le fédéral. Donc, les postes, les salaires... Il y a différentes modalités. Il y en a, dans le fond, qui, effectivement, ils vont afficher... le diable est là, dans le détail. Là, l'Union européenne, exemple, ils ont une directive, juin 2026. Je pense que chaque pays doit adopter une législation, justement, sur la transparence salariale. Le choix est fait. Il y en a qui vont dire, il faut que tu affiches les salaires. Je sais, exemple, ensuite, je ne me trompe pas, là, les salaires, c'est public. Il y a un registre. L'équité salariale, ça s'en vient. L'équité salariale, là, c'est un peu le précurseur de ça. Là, parce que tu partages des données, tu communiques des données sur ta rémunération. Fait que déjà, un employeur, en tout cas, moi, si j'étais un employeur, je vois cette tendance-là, je me dis, je vais commencer tout de suite. Puis moi, je ne me suis même pas présenté au début, là, j'ai oublié de le faire, mais je suis diplômé en relations industrielles. Fait que, je ne m'intéresse vraiment pas à la gestion des ressources humaines en soi, mais plus aux relations de travail. Puis, par contre, je me rappelle très bien que dans mes cours, quand tu as des descriptions de postes et des évaluations d'emploi, c'est la base pour toutes les pratiques RH dans une entreprise. Fait que, si tu veux m'emmener te démarquer de tes concurrents, ça te prend un truc comme ça. Je pourrais faire l'avocat du diable et dire, mais c'est une loi, là. En quoi je me démarque si je la respecte? Mais il y a quand même moyen, comme je disais... Il y a une loi anti-pauvreté au Québec. Il y a encore de la pauvreté, là. Non, mais mettons qu'on a 40 000 employeurs assujettis à la loi en ce moment au Québec, puis mettons que les 40 000 l'appliquent parfaitement selon les exigences de la loi, tu peux quand même te démarquer en suivant les bonnes pratiques. Par exemple, comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a à mettre un comité puis à amener la participation des salariés, mais effectivement, je pense qu'on le remarque, là, ça peut être un avantage concurrentiel quand tu fais ça de façon transparente, quand tu fais participer les gens, quand tu le fais en bonne foi. Je pense que tu l'as dit, il y a différentes manières de le faire. Puis ce qui est important pour les employeurs qui nous écoutent peut-être, qui sait, Fred, tu as peut-être beaucoup d'employeurs qui t'écoutent. C'est sûr. Probablement que oui, effectivement. Oui. Il est entrepreneur. Lui-même est entrepreneur. C'est ça. Tu le sais pas. Cela dit, je vais rarement au tournoi de golf mais là, je pense Chambre de commerce de Montréal. Parce que c'est ça. Et je joue au golf. Tu es avec Communauto, là, c'est ça? Tu sais pas. Oui, j'ai un partenariat avec Communauto. On a mis un GPS en dessous de ton auto, on va te suivre tantôt. Mais je pense que c'est aussi, c'est ça, Marie l'a bien dit, c'est la manière de le faire. Puis tu sais, tant qu'à le faire, faites-le comme il faut. Moi, j'ai fait du conseil là, pendant quelques années auparavant, là, où je parlais avec des employeurs là, sur des questions plus techniques, complexes, tout ça. Puis ça arrivait malheureusement, un employeur ou son représentant ou sa représentante là, arrivait, puis c'était comme dépêché, puis arrivait à la fin, mais là, ça marche pas. Ouais, c'est sûr, parce que là, vous comprenez pas ce que vous faites. Allez vous former, on a des outils pour le faire. Faites-le comme il faut, vous allez éviter des heures et des heures à revenir en arrière. Il faut comprendre pourquoi on fait ça, puis je pense que c'est ce qu'on a véhiculé un peu comme message. Il y a des avantages à faire ça. Est-ce qu'il y a des résistances précises dans des secteurs précis? Est-ce qu'il y a des profils d'entreprises qui sont plus réfractaires, même si on sait que c'est une loi? Il y a en tout cas une bonne part d'incompréhension. Je ne peux pas nécessairement parler de réfractaires, là, mais il y a encore certains milieux, peut-être plus que d'autres, que de l'incompréhension qui sont liées. On a parlé juste le concept qui est mal compris, mais aussi dans le... Jérémy l'a mentionné, c'est une loi qui est d'ordre public, qui devrait avoir préséance auto, mais il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas assujettis à la loi parce que, mettons, au milieu de la construction, ils ont des décrets qui vont dire voici les salaires des gars. Que là, partant de ça, il y a beaucoup d'employeurs dans ce milieu-là qui vont penser ça ne me concerne pas, l'équité salariale, parce que mes salaires sont imposés. Mais non. Ah ouais, je comprends. Non, justement. Parce que souvent, dans l'entreprise, ils oublient que ils ont une adjointe administrative qui règle les dossiers, qui est la réceptionniste ou bien celle qui fait les payes. Ces personnes-là, il faut les comparer à tes gars qui ont leur salaire imposé par la CCQ. T'es pas épargné. Fait que souvent, c'est plus ça qu'on remarque, je dirais. Là. On parle de la loi, on parlait des différents modèles, ça marche-tu, ça marche-tu pas. Il y a des impacts de la loi là, quand même. Je disais tantôt qu'on a vu des impacts. Des impacts. Mais en fait, pour les personnes salariées là aussi, qu'on ne se cachera pas, être rémunéré à sa juste valeur, reconnaître le travail c'est bien de dire que maintenant, une compétence, ça se paye. Là, on est rendu là. Je parlais tantôt des employeurs aussi qui sont capables de faire ça. Puis notre loi, je dirais, c'est comme un peu à la...
représentatif un peu de la relation d'emploi. Hein. C'est chacun a ses besoins. Un peu la relation d'emploi, c'est des besoins antagonistes. Il y a une forme de négociation. Effectivement, c'est ça. Puis notre loi, c'est un peu ça. On a tenté de rechercher l'équilibre entre les besoins des personnes salariées, parce que je le rappelle, c'est un droit fondamental, là, comme le droit d'association. Ouais. Puis aussi, ce que ça représente pour les employeurs en termes de temps puis en coûts financiers, là, évidemment. C'est pas parfait, mais crime, on a quand même eu de l'ONU, on a eu un prix de l'ONU pour les 25 ans d'application de la loi, justement, pour démontrer à quel point ce travail-là était avant-gardiste. Puis écoute, il y a beaucoup de pays qui sont venus au Québec, en fait, des représentantes, pour venir voir comment marche notre loi. J'ai fait une blague tantôt, le 20% d'écart salarial. Est-ce que cette statistique-là qui réapparaît à tous les années? Ah ouais. Est-ce qu'elle est encore pertinente? Est-ce qu'elle dit ce qu'elle a à dire, ou on devrait utiliser une autre mesure? Hey, t'as l'experte en plus. Non, mais parce que au début de l'épisode, on a dit qu'il y a quand même une différence entre l'égalité et l'équité. Mais, tu sais, l'écart salarial, là, il dit tout et rien. Hein? C'est un indicateur qui peut nous donner une vision assez générale. Hein? Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le taux horaire moyen de l'ensemble des femmes qui travaillent au Québec par rapport au taux horaire moyen de l'ensemble des hommes qui travaillent au Québec. Fait que là, tu sais, ça nous donne une valeur. Hein? Cette valeur-là, il y a 30 ans, était à presque 16 %. Là, maintenant, on est à 9-10 %. On est 9,9 l'année dernière. On voit que ça diminue au fil des ans, globalement, mais tu sais, c'est un indicateur tellement... Tu sais, qu'est-ce que ça nous dit? Tu sais, ça nous compare même... C'est même pas de l'égalité salariale. On ne prend pas tel emploi. Est-ce qu'ils sont... c'est des moyennes. C'est ça. C'est une moyenne générale de l'ensemble des emplois. Fait que, tu sais, oui, ça nous dit... On le sait que la loi sur l'équité salariale a eu un impact là-dessus. Bon. Mais... tellement d'autres mesures publiques aussi ont eu des impacts là-dessus. Les CPE, le réseau des garderies, ça a permis à plus de femmes de travailler, d'avoir plus d'expérience, d'avoir des meilleurs salaires. Il y a eu ça, le RQAP, le régime québécois d'assurance parentale. Ça aussi, ça a aidé les femmes à être plus souvent sur le marché du travail, d'avoir plus de... Même chose, d'augmenter les salaires des femmes. Puis encore là, si je peux me permettre, c'est que l'écart salarial compare les femmes et les hommes. Puis nous, on se ramène, l'objet de la loi, est-ce qu'il compare des femmes et des hommes? Non. Hein, on ne s'intéresse pas aux individus dans l'application de la loi. Seulement aux emplois. Vraiment juste aux emplois. Hein? Qu'on soit un homme, une femme, si on occupe un emploi féminin, je ne sais pas, moi, tu es un adjoint administratif, tu as le droit à ton ajustement. Mon chum a déjà eu des ajustements d'équité salariale dans un emploi d'archiviste parce que c'était un emploi qui était considéré dans son entreprise comme un emploi féminin. Peu importe qui est titulaire. Là. Il y en a qui se posent beaucoup de questions sur la diversité des genres, qu'est-ce qu'on en fait dans l'application de la loi. On s'en fout à la limite parce que peu importe qui t'es toi. Vous occupez des emplois, en fait. Exact. Je vais peut-être terminer avec cette question-là. Il y a une montée, on le sait, ça va peut-être paraître champ gauche un peu, il y a une montée du masculinisme sur les réseaux sociaux, entre autres. Je dirais en Occident, parce que de ce qu'on lit, c'est beaucoup dans... Est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites, éventuellement, il va peut-être avoir un discours pour remettre en question notre mission? Il y a un mouvement aussi pour dire que les femmes à la maison... c'était pas si mal, puis il y en a qui veulent ça, puis on sait d'où ils viennent ces discours-là. Oui, vous sentez un peu le vent. Ben oui, c'est ça. On les lit, les messages aussi. Hein. La CNSC est active aussi sur les médias sociaux. Puis, quand on fait des publications, on voit certaines choses. C'est sûr qu'on regarde ça, puis on fait comme parce que je veux dire, cette loi-là est venue un peu corriger des inéquités, de la discrimination. Puis là, on semble revoir un discours en disant... La place de la femme, c'est à la maison. Je pense qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, on a passé... Ça fait 30 ans qu'on essaie justement de combattre des préjugés, de reconnaître le travail des femmes. Justement, tu sais, écoute, là, ça va être encore une fois un peu... Je suis dans le cucu, mais tu sais, gars, moi, j'ai une jeune fille. Là, plus tard, elle va travailler. Là. J'ai pas envie, justement, que... Ben, je dis plus tard. En tout cas, ça peut pas travailler, c'est son choix, là, mais... elle va peut-être vouloir rester à la maison. Peut-être, effectivement. Je vais respecter si c'est ça qu'elle veut, effectivement. Mais tu sais, ça sera pas l'éducation dans le sens que moi, tu vas faire tes choix comme tu veux. Mais bon... Puis ça véhicule des fois un discours un peu, c'est ça très traditionnel, puis que tu sais, comme de quoi aujourd'hui, tout est réglé. Tu sais, c'est réglé, les femmes, ils ont l'égalité. Là. Moi, ces gens-là, j'ai envie, puis les gens aussi qui commentent sur les médias sociaux, juste de dire,
basez-vous sur des statistiques et des faits, s'il vous plaît. C'est Ouais. la seule chose que je vous Ouais. demande, puis Ouais. réfléchissez, parce que c'est drôle, hein, parce que là, on voit encore, depuis 100 ans, là, ça n'a pas changé, là, Ouais. les emplois occupés par les femmes et les hommes. Non, c'est ça. Quand tu regardes les 10 emplois les plus occupés par les femmes, c'est les mêmes Ouais. depuis les années 50. C'est ça. Par les hommes, c'est pareil. Puis comme par hasard, les 10 emplois les moins bien rémunérés, Ouais. c'est toutes des femmes. Ouais. C'est pas vrai que ça a changé. Tu sais, là, les choix rationnels, là, tu sais, je veux dire, on a tous des croyances, des... tu sais, On vit dans des systèmes. oui, oui. Puis tu sais, moi, tu sais, on parle encore des jouets pour les enfants. Là. Ouais. On le voit encore, là, Ouais. tu sais, là, les garçons avec des camions. Puis Ouais. ça part d'aussi jeune que ça. Tout Là. à fait. Fait que, Tout à fait. moi, c'est un peu ça que j'ai dit, ben continuons, dans le fond, à sensibiliser et à éduquer les gens. Puis rappelons-nous pourquoi on a mis en place cette loi-là, là, parce qu'il y a une maudite bonne raison. Là. Nous, il faut qu'on l'ait en tête, cet enjeu-là. Ouais, ouais. Surtout on donne des formations, mettons, on va beaucoup en institution d'enseignement, on Ouais. donne des formations dans des programmes au cégep, à Ouais. l'université, les emplois de gestion, les Ouais. emplois qui sont plus, qu'on sait qu'ils vont faire des emplois à prédominance féminine, qui aient en tête, qui ont ce droit-là. Ben, tu sais, c'est sûr que les interactions avec les gens, avec les jeunes, c'est beaucoup teinté là, de ça. Là. Ouais, Donc, ouais. il faut qu'on l'ait en tête. Ouais. Fait que- Jérémy Hens Pouliot, Maria Allen Demers, merci. C'était passionnant, étonnamment. Non, mais ça peut être un sujet qui n'est pas sexy. Oui, Je vous remercie de la confiance. Ça peut être lourd. Je pense que j'étais dans les 2 personnes sur 3 du début du sondage qui n'avaient peut-être pas tant compris exactement la densité de cette loi-là et son importance historique et actuelle. Merci beaucoup, vraiment, et bravo pour vos bureaux. Ben, Je vais mettre les photos. Là, quand on arrive ici, c'est... C'est très beau. Ça doit aider à se lever le matin pour venir travailler. des collègues extraordinaires, c'est sûr, ça c'est numéro 1. Ah oui! Mais numéro 2, c'est qu'un lieu de travail. Payer agréable. équitablement. Oui, mais Exact. oui, c'est sûr, effectivement. Oui, payer équitablement. Merci pour ton temps. Merci. Fred. Salut. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 34e épisode de la balado. Je vous l'avais dit qu'on allait apprendre des choses. Je veux remercier les gens de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST. Tout d'abord, Jérémy Hens Pouliot et Maria Allen Demers qui ont participé, qui nous ont offert leur expertise, leur réflexion sur cette loi, sur l'équité salariale. Et je veux remercier également Rosalie Guay, qui est conseillère en communication. C'est avec elle là, vraiment qu'on a élaboré de façon étroite cet épisode. Je remercie également la Communauto qui m'a permis de me rendre à Québec. Ça a été un voyage. Ça a été enregistré la même semaine que l'ACFAS et Louis-Philippe Lampron. Alors, ça a été une grosse semaine et je peux vous dire que d'avoir un partenaire comme Communauto pour me déplacer à Trois-Rivières, à Québec et dans Québec, parce que c'est ça, on n'était pas tous en même place, même entre Louis-Philippe et la CNESST. Ça a vraiment, vraiment facilité mon travail. Je les remercie le plus souvent possible parce qu'ils sont là dès le début. Depuis 2019, je suis avec Communauto. Alors, je les remercie. Et là, sur ce, moi, je retourne sur mon banc d'école parce que je suis en pleine semaine de relâche, demi-semaine de relâche de la session d'été au certificat de mon université de Sherbrooke. Et là, j'ai plein d'affaires à faire. J'ai des travaux à finir de rédiger. J'ai des examens. Alors, voilà. Je suis de retour à Montréal, oui, mais je ne suis pas en congé. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Godefroy Laurando, Philippe de Grosbois, entre autres. Je pense que ça va être un épisode assez percutant et passionnant. J'ai on m'a envoyé quelques sujets qui sont en préparation et ça promet. Alors voilà, hey, bonne semaine tout le monde.